Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, un MeToo politique est-il possible? Alors que la nouvelle révolution féministe est en cours, comment expliquer que le bastion politique résiste tant et si bien? On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Mathilde Viaud, autrice de L'homme politique, moi j'en fais du compost, qui paraît chez Stock. Un livre manifeste qui invite à se débarrasser du virilisme en politique pour le bonheur de toutes et de tous. Juriste de formation, 35 ans aujourd'hui, elle a été collaboratrice d'élus à l'Assemblée nationale, entrée en 2015, puis conseillère aux affaires sociales pour le groupe de la France Insoumise, avant de quitter définitivement les coulisses de l'hémicycle et de cofonder le mouvement #MeTooPolitique. Elle vient de participer aussi à la mise en place d'un observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Bonjour Mathilde Viaud, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Dans une tribune publiée, c'était en novembre dernier, signée par près de 300 femmes travaillant dans le milieu politique et universitaire, de toutes couleurs politiques, vous demandiez ensemble l'ouverture d'un grand débat sur la condition féminine dans la sphère politique. On est à 10 jours du premier tour des législatives. La thématique, elle paraît quand même assez absente des débats, à part quelques cas, quelques épiphénomènes importants, mais néanmoins pas de grand débat sur cette question-là. Pourquoi, d'après vous? Je pense qu'il y a une résistance du monde politique à accepter de considérer les violences faites aux femmes comme étant un problème démocratique. C'est-à-dire que pour le moment, c'est vu comme des faits divers encore. On voit l'affaire Abad, on nous dit c'est un fait divers, on va attendre que la justice se prononce. On voit l'affaire Darmanin, on nous dit c'est un fait divers, la justice est passée par là. Circuler, il n'y a rien à voir. En réalité, moi, ce que j'essaye de démontrer, ce qu'on essaye de démontrer à plusieurs dans les mouvements dont vous avez parlé, le MeToo politique d'abord, et puis l'Observatoire ensuite, c'est que il s'agit d'un problème démocratique qui vise à faire en sorte que les femmes de guerre lasse quittent le monde politique. Et voilà. Et donc on essaye de lutter évidemment contre ces violences. Et ensuite on espère pouvoir faire en sorte que toutes se sentent bien dans cette sphère et puissent prendre part au débat public. Ce que vous dites, c'est que au-delà ou derrière les affaires Darmanin, Abad du nom de Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités du gouvernement Elisabeth Borne, accusé par 2 femmes de faits de violence sexuelle. Pour l'instant, le parquet n'a pas donné suite. Vous dites que derrière ou devant ces affaires, il y a quand même un système. Au-delà de ça, il y a un système à raconter, qui perdure, qui existe depuis longtemps et contre lequel il faudrait soit se lever, soit en tout cas tenter de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans toutes ces situations-là. Hein. J'ai l'impression que d'un point de vue de l'analyse politique qui est faite sur l'élite politique et le monde qui est aux manettes actuellement, il est beaucoup question de la classe sociale. C'est quelque chose qui est identifié. On parle beaucoup de l'arrachement d'une certaine classe sociale, voilà, qui est au pouvoir. Il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on ignore et qu'on n'a pas encore vraiment analysés. C'est un peu ce que j'essaye de faire dans ce livre. C'est-à-dire de faire la démonstration que le monde politique est certes gouverné par des personnes riches, en fait, qui ont eu accès à une certaine éducation et qui donc, par conséquent, ont pu arriver là, mais que ce n'est pas le seul facteur de sélection. Il me semble que le fait d'être un homme et le fait d'être blanc sont aussi des facteurs de sélection qui sont extrêmement importants parce que c'est la façon avec laquelle on se représente aujourd'hui le pouvoir qui est assez ancienne d'ailleurs, et qui en fait veut que, encore aujourd'hui, le pouvoir soit incarné dans un corps qui est celui d'un homme tribun, et blanc et très bourgeois, évidemment. Ça a des vraies conséquences sur... déjà très immédiate quand on travaille dans le monde de la politique, sur la violence qui peut être générée envers toutes les personnes qui s'éloignent de cet archétype. Le mouvement MeToo a commencé dans le champ culturel, cinéma plus particulièrement, aux États-Unis avant de gagner le monde entier. Il s'est diffusé notamment dans le champ médiatique en France avec des affaires récentes, beaucoup moins dans le champ politique. Pourquoi? Quelles sont pour vous les singularités, les spécificités de ce monde-là? Je pense que le monde politique s'est déjà très bien organisé en voyant le MeToo apparaître. On était quand même dans une période, même à l'international, où en même temps que le MeToo naissait, Trump était président des États-Unis, Bolsonaro est arrivé au pouvoir, et en France, on a vu aussi des mécanismes de résistance se mettre en place
par exemple, on peut citer quand même Monsieur Macron qui arrive en défense de Gérald Darmanin avec une solidarité systématique en disant qu'ils se sont parlé entre hommes et que par conséquent, il juge que ce ministre-là, alors même mis en cause pour violence sexuelle, peut rester. C'est des mécanismes qui sont très puissants, en fait, qui sont répandus partout et aussi qui, je pense, pour l'instant, n'a pas vraiment l'habitude de voir et de questionner. Dans le livre, vous parlez aussi d'omerta. C'est un monde de silence, tel que vous Bien sûr, aussi, en réalité, c'est la suite un peu logique. C'est-à-dire que cet archétype-là a mis en place tout un panel d'outils pour rester en place. J'ai souvenir de Danielle Obono, par exemple, lorsqu'elle arrive en tant que députée. Il y a très peu de députés qui sont... Députée France Insoumise. Députée France Insoumise, une femme noire, qui arrive lors d'une des premières émissions de télévision qu'elle fait en tant que députée. Et on lui dit, on l'assomme, les journalistes l'assomment de dire « Vive la France ». Parce qu'en fait, étant une femme noire, elle est considérée comme une sous-citoyenne, une citoyenne de seconde classe, et donc il faut qu'elle rappelle son appartenance et sa volonté de défendre l'intérêt général au nom des Français. C'est extrêmement grave, mais c'est aussi extrêmement révélateur d'une façon d'exclure et de considérer comme ne faisant pas a priori partie des personnes qui s'éloignent encore une fois de cet archétype. Il y a une omerta, évidemment, dans le monde politique. Vous dites d'ailleurs les premiers mots avec lesquels on vous a accueilli, c'est « ferme ta gueule ». Bien sûr. Alors c'est au sein, c'est à l'intérieur, c'est même pas par rapport aux médias ou à l'extérieur. Bien sûr. Le monde politique est régi par la paranoïa et la peur, déjà. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de dominer les voisins, de s'assurer qu'on va pouvoir nuire le plus possible aux voisins, et donc par conséquent, ne jamais lui donner d'informations. C'est quand même une conception, il me semble, de la démocratie qui est gravissime. C'est-à-dire que l'objectif est de faire en sorte d'occuper le plus d'espace politique possible. L'objectif n'est pas de servir l'intérêt général. Et il me semble que, le fait de laisser prospérer cet archétype-là en politique et de lui donner finalement le monopole a pour conséquence de générer des méthodes politiques qui sont vraiment nuisibles pour l'intérêt général. On va écouter les mots de la politiste Catherine Achin à propos des particularités du monde politique et de sa réaction, de sa non-réaction face au phénomène MeToo, porté d'ailleurs surtout par des femmes entre 30 et 45 ans. L'absence de réaction, on écoute. Tout le 19e siècle, tout l'apprentissage de la politique, et en particulier sous la Troisième République, se fait entre hommes, des hommes de classe sociale privilégiée, blancs, qui vont construire les rôles politiques dans un milieu clos, fermé, avec leur petit code. Encore aujourd'hui, les lieux politiques sont marqués par cette histoire masculine, excluante, et que les femmes sont toujours considérées comme des intruses, y compris lorsqu'elles représentent 39% des députés. Les lieux sont marqués de rituels masculins. L'habitude de prendre des décisions importantes dans les couloirs, entre trois fidèles proches des décideurs. C'est l'habitude de prolonger des réunions jusqu'au bout de la nuit, de finir à la buvette, d'être loin de sa circonscription. Les députés qui étaient à 90% des hommes jusqu'aux années 2000 venaient à Paris une fois par semaine entre hommes, en dormant dans leur petite chambre, loin de leur famille. C'est tout cet entre-soi masculin qui favorise cette culture et ces privilèges en fait des hommes. Voilà la question: pourquoi le MeToo politique tarde-t-il? Quels sont les blocages, les principales résistances? Elle répond, et peut-être d'une seule voix avec vous, Catherine Achin, et vous, Mathilde Viaud. Le problème, c'est cet historique derrière. C'est que les lieux sont toujours marqués par ces rituels, cet entre-soi aussi encore aujourd'hui. Tout à fait. Mais quand on se promène à l'Assemblée nationale, déjà c'est un lieu extrêmement opulent, qui peut être écrasant pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ce type de lieu, premièrement. Mais deuxièmement, effectivement, on croise sur tous les chemins de l'Assemblée nationale des statues qui ne sont que des statues d'hommes, mis à part les Mariannes, qui sont des allégories, qui ne représentent pas des femmes qui ont pu incarner les débats publics. Et dans la buvette, où effectivement on croise des femmes qui sont des femmes nues avec des poses lascives et qui sont, d'ailleurs la buvette est un lieu proscrit totalement au public, et qui sont la seule trace d'une présence féminine au sein de l'Assemblée nationale. Il y a une vraie volonté d'écraser par l'histoire et d'avoir oublié des destins féminins qui ont pourtant marqué le monde politique français. Et donc c'est effectivement très frappant.
Ce qui est frappant aussi, et vous le racontez, ce sont les hiérarchies toujours à l'œuvre dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle et dans les coulisses surtout de l'hémicycle. Vous entrez, vous, en 2015, à l'Assemblée nationale comme collaboratrice d'élus. Et là, vous montrez bien la différence qu'il y a entre le député, celui qui représente le peuple, qui a cette fonction-là, noble, et puis le collaborateur ou la collaboratrice. Alors là, ça vaut peut-être ces hiérarchies, femmes et hommes inclus. Et vous déchantez visiblement assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il est attendu de la part des collaborateurs envers les députés une sorte de respect qui excède ce qu'on doit normalement à son employeur. Où il est attendu des services rendus, par exemple, qui excèdent aussi le travail qui doit être fait. Il y a un mélange de la vie privée et de la vie publique qui est assez mal respecté, où il faut assister le député, par exemple, lui apporter son déjeuner, vraiment être aux petits oignons, aux petits soins pour ces personnes qui représentent la nation et qui finalement en arrivent par être assistées sur tous les pans de leur vie, y compris lorsque ça ne concerne pas l'activité législative et parlementaire. Et du coup, pour vous, il y a une déception par rapport à ce que vous attendiez ? Oui. En fait, moi, je m'attendais réellement à découvrir un univers dans lequel les personnes se battent vraiment pour l'intérêt général, d'une part, évidemment, mais aussi dans lequel l'intelligence prévaut, c'est-à-dire qu'on essaye réellement de mettre en place des façons de travailler dans la compétence, dans la coordination, dans la collaboration entre personnes pour arriver au mieux possible. Et en réalité, j'ai été très frappée par l'incompétence du monde politique, qui est fondée sur une illusion totale de sa compétence, qui est d'ailleurs très marquée dans les corps. C'est-à-dire que quand on se balade à l'Assemblée nationale, très souvent, on voit des gens très déterminés, qui tapent des pieds, qui ont l'air soucieux en permanence, en train de résoudre des crises multiples, etc. En fait, c'est que de l'esbrouf. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que derrière, il n'y a rien qui avance vraiment, et l'objectif est vraiment d'appuyer son ego par beaucoup d'empressement, et de l'excitation inutile. Moi, ça m'a vraiment perturbée, et ça a été accentué. J'ai l'impression, en ayant vu 2 mandats, parce que j'ai commencé en 2015 et en 2017, là, j'ai l'impression que ça a été un peu accentué, notamment sous l'aspect d'absence de collaboration et d'absence d'écoute. Il y a eu un vrai recul de la sollicitation des associations, par exemple, ou de journalistes spécialisés qui sont des personnes sachantes sur des domaines et qu'il faut associer absolument à la prise de décision publique, parce qu'il n'est pas possible de tout savoir. Quand on est collab de député, quand on est conseiller d'un groupe aussi, où on travaille vraiment sur des textes de loi, on travaille sur des sujets qui sont extrêmement variés, et donc on ne peut pas sortir de son chapeau des idées, etc. Il faut aller voir les gens qui savent, qui travaillent sur le terrain. Et ça, c'est un travail que j'essayais de faire dans mes fonctions, évidemment, mais que le gouvernement ne faisait pas. Les associations disaient, écoutez-nous, on a des choses à vous dire, etc. Et il y a un vrai recul de cette attention-là, parce que, en fait, il y a du mépris envers les gens qui travaillent réellement. C'est le travail des collaborateurs, a priori, de réunir ces informations-là pour aussi documenter l'action politique et les idées que les députés vont porter ou débattre, en tout cas, dans l'hémicycle. Vous avez travaillé, vous, sur quel projet de loi ? Moi, j'ai travaillé... Proposition de loi, plutôt. J'ai travaillé sur beaucoup de choses. Le plus marquant était les retraites, parce qu'on avait décidé de mener une bataille avec la France Insoumise et d'amener la mobilisation extérieure à l'Assemblée nationale. Donc on a déposé 23 000 amendements, c'était un travail colossal. Mais j'ai travaillé sur l'adoption, sur plein de sujets, sur l'interdiction, par exemple, des techniques d'immobilisation létale, pour faire en sorte que les policiers ne puissent plus immobiliser. Donc ça, c'était une proposition de loi que Daniel Obono, puis ensuite François Ruffin ont portée. Donc voilà, c'était assez varié comme activité, effectivement. Voilà, pour ce travail de collaboratrice que vous avez mené notamment à ce moment-là à l'Assemblée nationale. On parlait des hiérarchies en cours, et vous le citez, vous les évoquez assez rapidement dans ce livre qui paraît chez Stock. Il y a les députés qui sont au sommet de la pyramide, et puis les petites mains entre deux, les collaborateurs. On va écouter les mots à ce sujet de François Ruffin dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Elles arrivent à 6h, elles repartent à 10h, assez tôt pour ne pas déranger le travail des députés. Bénéficient-elles de tickets resto ? Non. Ont-elles un 13e mois ? Non. Des primes de panier, de salissure ? Non. Elles sont partout,
Et pourtant, elles sont absentes. Sous le même toit, dans la même maison, elles sont payées 10 fois moins que nous. Méfions-nous que cette société de service ne soit pas une société de servitude. Avec le retour des serfs et des servantes, des boniches, nous devons revaloriser les métiers largement occupés par des femmes. Virer les publicitaires, virer les traders, virer les nuisibles, mais payer comme il faut les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de puériculture. Une alternative alors, c'est que les députés et leurs équipes nettoient leurs toilettes eux-mêmes et qu'avec une telle mesure, cette tâche ne soit plus attachée à un genre, que l'on compte parmi nous des hommes de ménage et des hommes pipi. Voilà, le député François Ruffin à l'Assemblée nationale. Vous aviez préparé cette note pour lui? Non. Vous vous en êtes inspiré? Non. C'est des discussions qu'on a eues effectivement tous les deux. Il a mené un travail important sur les métiers, ce qu'il appelle les métiers du tendre, les métiers du lien, qui sont effectivement des emplois qui sont largement occupés par des femmes. Et il se trouve qu'ils sont dévalorisés financièrement, économiquement dans la société. Comme elles le sont d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Elles le sont évidemment aussi. Pour le coup, le reflet de la société. Tout à fait. Mais l'Assemblée nationale est un catalyseur des problèmes de la société. C'est pas du tout un endroit où l'exemplarité est de mise. Donc, donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important et où j'essaye de démontrer justement qu'il serait hyper important, enfin dans le livre, j'essaye de démontrer qu'il serait important que le monde politique soit basé sur d'autres valeurs que celles justement de la domination et de la prédation qui ont cours dans les méthodes politiques, mais aussi finalement dans les programmes qui sont mis en place. Il y a une vraie volonté de considérer que puisqu'il faut faire de la politique avec force et violence, c'est quelque chose qu'on peut voir par exemple dans la façon avec laquelle des mandats s'installent. Quand ce fut Sarkozy, ce fut le Karcher, quand ce fut le premier mandat d'Emmanuel Macron, quelques semaines après avoir été élu et avoir dragué le peuple tout entier, flirté avec le peuple tout entier en considérant que tout le monde était formidable, il tenait des propos sur les personnes en parlant des gens qui ne sont rien. Il y a une vraie... j'essaye de démontrer qu'il y a une vraie emprise en fait dans la construction du monde politique, c'est-à-dire que d'abord on séduit et puis ensuite on va adresser des messages de rejet envers ceux qu'on ne va pas servir. Donc il y a des personnes qui sont servies par la politique d'Emmanuel Macron, il y a d'autres personnes qui sont assez desservies par sa politique, et il se trouve que c'est les personnes qui ne lui ressemblent pas. Et les personnes qui lui ressemblent sont assez servies en fait par ce qu'il présente. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Il me semble que modifier le paysage politique permettrait de modifier les valeurs qui ont cours dans le monde politique. C'est-à-dire s'il y avait plus de femmes, justement, pas parce qu'elles sont plus attachées spécifiquement et essentiellement à la vulnérabilité, mais parce qu'elles ont eu des vécus qui les ont forcées à être le plus souvent attachées à ces valeurs-là. S'il y avait des personnes qui s'écartaient, des personnes racisées par exemple, qui étaient plus invitées dans le monde politique, alors dans ce cas, on verrait des choses nouvelles apparaître, il me semble, et notamment une revalorisation de ce qui fait lien entre nous, et une dévalorisation de ce qui fait destruction parfois, par la mise en place d'un programme qui ressemble à la méthode politique, c'est-à-dire de prédation, d'accumulation beaucoup, de volonté de nuire aux voisins, et in fine, il me semble, de destruction de tout ce qui fait lien commun entre nous, des services publics par exemple, de la nature et autres. Il y a ce combat MeToo politique, c'est un combat politique, justement. Est-ce qu'il faut en faire un combat partisan, Mathilde Viau? Est-ce qu'il faut bien se prémunir de ça? Parce qu'il y a une affaire Damien Abad, il y a une affaire Gérald Darmanin, mais il y a aussi une affaire Taha Bouaf qui a touché, concerné. D'ailleurs, il y a eu des réactions jusqu'à celle de Jean-Luc Mélenchon de la part de la France insoumise. Est-ce que ce problème presque structurel que vous dénoncez, que vous posez aussi dans ce livre et avec cette association, ce collectif que vous avez fondé, est transpartisan et révèle une culture politique, somme toute, à gauche comme à droite, très patriarcale, très verticale? Alors, il est clair que la culture politique est patriarcale partout. Et très verticale partout. Au sein du MeToo politique et du mouvement du MeToo politique, on n'est pas uniquement des femmes de gauche, on est des femmes de gauche à l'avoir fondée, mais on est reliées aussi et rejointes par des femmes de droite. C'est le cas de Nelly Garnier, de Rachida Dati, qui nous ont adressé leur soutien et qui contribuent elles aussi à lutter contre ces violences là où elles sont. Pour parler de l'affaire Taha Bouaf, qui nous est régulièrement posée, avec
Je rappelle rapidement que c'était un candidat de la France Insoumise qui a retiré sa candidature et dont on a appris par la suite qu'il l'avait retiré parce qu'il avait été accusé d'agression sexuelle. Avec l'Observatoire, nous verbalisons et nous démontrons à force d'articles de presse, que les partis politiques n'en ont rien à faire et qu'ils continuent à investir des hommes qui sont accusés. Il se trouve que le cas de Taha Bouaf, ça a été... il a retiré sa candidature avant que l'on puisse expliquer, avant qu'on sache que c'était pour des questions d'agression sexuelle. Et il se trouve que donc, par conséquent... il y a eu une prise en compte dans ce parti-là qui a abouti à son retrait. Je ne dis pas que la France Insoumise est parfaite du tout. Je ne suis pas partisane, je ne travaille pas pour... il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de complaisance. Néanmoins, il me semble qu'effectivement... En tout cas, il y a une réaction que vous saluez. Il y a une réaction que je salue. En interne. Ouais. Voilà, et en fait... Il y a une construction philosophique, morale, qui est différente en fonction des partis politiques. Il se trouve qu'à gauche, la question des dominations est quelque chose qui est structurellement fondateur dans la philosophie avec laquelle les partis de gauche se sont construits. Et donc, par conséquent, il y a une attention probablement plus... et une perméabilité aux théories féministes, aux théories antiracistes, que l'on voit beaucoup plus apparaître dans les partis à gauche que dans d'autres partis qui sont basés sur d'autres valeurs. Alors que quand même, le MeToo politique a commencé plutôt du côté d'Europe Écologie Les Verts aussi. Tout à fait. Dans ce cercle-là. Donc effectivement, il n'y a pas de perméabilité sur ces questions-là. Et chaque parti, chaque mouvement peut aujourd'hui se remettre en question et questionner sa culture politique peut-être autour de ça. Quand vous dites on n'avait même pas encore eu le temps d'informer à ce sujet-là, quel est le travail justement que vous menez avec l'Observatoire et comment vous le menez? Il y a une action de veille, il y a une action d'information en alertant, j'imagine, sur le profil de candidats mis en cause, voire condamnés. Information ne veut pas dire délation. Comment vous fonctionnez? En fait, nous, on se base sur des articles de presse, c'est-à-dire qu'on essaye de démontrer que des partis, alors même qu'ils sont au courant puisque des articles de presse sont sortis, n'ont rien fait. C'était le cas de Jérôme Perra, par exemple, qui était mis en cause pour violence conjugale et qui a fini par retirer sa candidature. C'était le cas de M. Cabaret, qui était un ancien député, qui a fini par retirer sa candidature aussi. C'était le cas aussi de M. Simian et de M. Trompy, qui sont des députés En Marche à qui LREM a fini par ne pas donner l'investiture et qui se présente quand même en indépendant à côté. Pour l'un, M. Trompy, en affichant quand même le portrait d'Emmanuel Macron à ses côtés. Donc il y a une volonté quand même de résister à notre travail. Mais voilà, nous, on ne fait qu'un relais de la presse. Pour le cas de Damien Abad, c'est un petit peu différent, puisque les victimes nous avaient contactés en nous demandant d'agir d'abord en interne, c'est-à-dire de contacter les partis politiques concernés par M. Abad, c'est-à-dire LREM et LR, puisqu'il était un peu entre les deux, entre deux chaises. Et donc, par conséquent, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons aussi contacté le parquet pour signaler l'existence de ces victimes. Voilà, et comme je le disais, pour l'instant, je crois, le parquet n'a pas donné suite. Le parquet a refusé d'ouvrir l'enquête préliminaire en considérant que les témoignages étaient anonymes, ce qui est très surprenant puisque la plupart, en fait, très souvent, des enquêtes préliminaires sont ouvertes sur la base de témoignages anonymes. C'est beaucoup le cas en matière de stupéfiants, par exemple. Et donc, par conséquent, ce n'est pas une règle intangible que de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire lorsque c'est basé sur un témoignage anonyme. Mais la juriste que vous êtes accepte l'idée qu'il y a un temps pour l'information et puis un temps judiciaire aussi, Exactement. Un temps pour la justice et qu'elle fasse son travail aussi par rapport à ça. Tout à fait. Il ne faut pas s'y substituer, j'imagine, c'est Bien pas sûr la fonction. Bien sûr que non. De cet observatoire que vous avez monté. Évidemment. On parlait d'une culture politique qui est très ancienne. Je vous propose d'écouter à ce mot-là les mots édifiants d'Édith Cresson. Les réactions, c'est toujours les mêmes quand c'est une femme qui prend la parole. Aujourd'hui encore, ça continue. Quand une femme monte à la tribune, dans l'hémicycle, ils crient à poil, surtout après le déjeuner, quand ils ont bu un coup. Monsieur Daubert, qui quand même a été ministre de la Recherche, c'est pas n'importe qui, monsieur Daubert, il a dit, quand j'ai été nommé Premier ministre, voilà la Pompadour. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson, il y a un parallélisme certain. C'est-à-dire que une femme, même élue, députée, maire, conseiller général et 5 fois ministre, elle n'a pas de légitimité. Voilà, Édith Cresson, extrait d'un podcast Binge Audio. Édith Cresson qui raconte, et elle est souvent interrogée à ce sujet-là d'ailleurs, toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, les mots blessants qu'elle a pu entendre, et puis surtout, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que les femmes en politique sont non seulement moins visibles, mais moins
écouter. Bien Il y a sûr. cette question de l'écoute aussi des femmes qui se posent. C'est la question dans l'hémicycle notamment, où les micros sont réglés sur des tessitures de voix d'hommes, ce qui a pour conséquence en fait de faire paraître les voix de femmes comme étant criardes, etc. Et donc l'écoute diminue systématiquement et leur parole n'est pas entendue. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'habitude de dévaloriser les propos qui sont tenus par des femmes. Là, récemment, par exemple, l'arrivée d'Elisabeth Borne, j'ai entendu beaucoup de fois « Oh là là, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer elle a un charisme d'huître, quoi ». Je suis désolée, mais on vient de passer quelques années avec Monsieur Castex, et c'était pas par son charisme qu'on suivait son activité politique, et je n'ai jamais entendu ça dans aucune bouche. Donc il y a vraiment aussi une façon de casser l'activité des femmes et de les décrédibiliser en permanence, qui en fait est de plus en plus insupportable une fois qu'on a commencé à le voir. On ne voit plus que ça. Alors vous dénoncez ou vous pointez dans ce livre les archétypes du pouvoir et les archétypes au pouvoir également. Je reprends le titre de cet essai qui paraît chez Stock, Composter. En tout cas, cet extrait du titre, l'homme politique, j'en fais du compost. Composter pour mieux recycler l'homme politique, c'est le projet exposé dans ce livre avec humour aussi et avec colère, bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par compost ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ? La question, c'est vraiment déjà, dans le compost, c'est-à-dire qu'il faut être capable de se rendre compte que les hommes politiques, par une sorte d'illusion comme ça, se sont hissés au-dessus de la population générale. C'est-à-dire, il y a notamment un extrait d'une interview d'Alain Minc que je raconte dans ce livre, où il parle de Simone de Beauvoir et où il explique que Simone de Beauvoir est une bourgeoise revêche et qu'en fait elle a fait extrêmement de mal à Sartre en racontant les derniers instants de cet homme et en racontant notamment la décrépitude de son corps. Il y a quelque chose d'hallucinant, c'est-à-dire que ces hommes politiques-là n'ont pas de corps, ils ne sont pas incarnés, et par conséquent ils s'élèvent au-dessus de la foule comme une sorte de nuée, ils peuvent parler au nom de l'universel. C'est extrêmement problématique parce que ça veut dire qu'ils considèrent donc qu'il n'y a pas besoin que d'autres personnes viennent parler, puisqu'ils peuvent parler de tout. Et donc, je pense que la première des solutions à apporter, ce serait vraiment de réussir à les ramener un peu sur Terre. Ça peut être le cas déjà en sanctionnant un peu plus plein d'aspects de la vie politique, dès lors que l'intérêt général n'est pas respecté. C'est pas le chemin qu'on prend dans ce mandat, mais je l'appelle de mes voeux quand même. Et puis aussi en assurant évidemment une beaucoup plus grande représentativité de la population et en s'assurant que en fait d'autres récits puissent arriver dans le monde politique et soient entendus. Et que donc la population aussi s'habitue à voir le politique incarné différemment, selon d'autres valeurs, selon d'autres façons de s'exprimer, et qu'on puisse réussir à faire société et à considérer des existences qui sont diminuées dans la façon dans la représentation, qu'on puisse accepter d'être représenté par des personnes différentes. Alors cette question de la représentation, elle est essentielle, surtout quand on parle de l'Assemblée nationale, ce qui est le sujet et le lieu qui est au cœur de votre livre. Vous y arrivez, on le disait, en 2015 comme collaboratrice, motivée, fière, mais très vite, vous racontez que vous ne vous sentez pas au bon endroit, pas à votre place, avec un sentiment d'illégitimité que vous décrivez comme une anomalie, sentiment confirmé par des études sociologiques avant et depuis, de Michel Auferlet ou encore de Étienne Aulion. On va écouter à ce sujet Étienne Aulion. Il a signé un premier livre en 2017, Métier député, et un second, Les candidats, où il analysait aussi la nouvelle Assemblée élue en 2017, qui ne devait ressembler à aucune autre, rajeunie, féminisée, avec tous ces novices en politique. Est-ce que ça a été vraiment le cas ? Comment ces nouveaux venus, notamment, se sont ajustés à cette nouvelle vie ? Quelle politique ou quelles pratiques politiques ont-ils mises en œuvre ? On écoute sur la question de la représentation Étienne Aulion. Les députés ne ressemblent pas sous aucune mesure à la société française. C'est pas nouveau. Les assemblées ont toujours été assez différentes et celle-là est toujours assez différente. Alors ensuite, ça dépend des critères et puis parfois on se rapproche. Sous l'Assemblée de 2017, on a eu un bond de femmes à l'Assemblée nationale. On en a maintenant près de 40%, alors qu'on en avait au mieux un quart sous la législature précédente. Les députés actuels sont un petit peu plus jeunes. On a, de ce point de vue-là, en 2017, enrayé une tendance qui était au vieillissement de nos parlementaires, mais ils ont quand même en moyenne à peu près 50 ans. Alors avec des écarts très forts, mais ils sont, de ce point de vue-là, assez différents de la jeunesse française et de sa société en général. Est-ce que les députés, est-ce que être, en fait, permet de représenter ? Est-ce qu'il faut être pour représenter ? C'est une
question centrale en fait de la science politique et de la philosophie politique depuis des siècles, où on se pose la question de savoir si la démocratie doit être descriptive, si elle doit ressembler en fait à la société, ou si elle doit être substantielle, c'est-à-dire si on peut représenter sans être. Voilà, grande question philosophique ou de philosophie politique. Faut-il être pour représenter, nous dit Étienne Ollion. Effectivement, l'idée d'un parlement miroir de la société, on l'a reposée ces derniers temps. Elle est défendue, entre autres, par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, aussi par Emmanuel Macron. La représentation proportionnelle est débattue. L'idée d'introduire une plus grande dose de proportionnel dans ce scrutin. Mais on voit que cette représentation-là, elle peine à faire son entrée dans l'hémicycle. Pourquoi, d'après vous, est-ce que ce serait souhaitable, un Parlement qui ressemblerait plus à la société ? Oui, mais alors il faut choisir la bonne façon de le faire. Moi, je vais plutôt dans le sens d'une démocratie descriptive, dans la dichotomie que fait Étienne Ollion. Je ne sais pas si la proportionnelle permettrait effectivement d'aboutir à une vraie représentativité différente, c'est-à-dire qui est-ce qui va encore se dire « Ah bah tiens, je suis légitime pour me présenter comme candidat », probablement des hommes. Qui est-ce qui va se dire « Ah bah tiens, je suis hyper fort en fait, donc je pense que je vais y aller, je me sens bien pour devenir candidat ». Ça va être encore les mêmes profils en fait qui sont valorisés en général. Et qui ont ces réflexes-là, en fait, d'aller sur le devant de la scène et de s'y sentir bien. Vous avez vu, vous, Mathilde Viaud, des changements dans ces 5 dernières années. Vous étiez à ce moment-là collaboratrice à l'Assemblée nationale avec cette nouvelle Assemblée, ces novices en politique, ces marcheurs qui sont arrivés. J'y ai un peu cru. En fait, donc moi j'avais fondé un collectif qui s'appelait Chères collaboratrices en 2016, après l'affaire Beaupin. Et donc, au nouveau mandat, des journalistes sont venus me voir en me demandant « Bon alors, est-ce que vous constatez une modification des comportements, notamment sexistes, des nouveaux députés, etc. » La réponse est non. Il n'y a pas eu de changement vraiment de l'ambiance, en fait, assez oppressive pour les femmes dans ce mandat. Au début, un petit peu, en fait, en réalité, parce que le temps que les députés s'installent, tout le monde était un peu perdu. Effectivement, il y a eu un renouvellement, en fait, donc il y a une sorte d'ambiance de colocation au début du mandat, de l'installation. Et puis très rapidement, les députés ont endossé les costumes du pouvoir. Et dans ce costume du pouvoir, évidemment, il y a tout cela, c'est-à-dire de l'arrogance, du paraître, la construction d'une illusion et de la violence. Et cette violence, elle se manifeste aussi envers les femmes, mais pas uniquement. Un monde de domination et de pouvoir, disait la politiste qu'on écoutait tout à l'heure, Catherine Achin, qui était l'invitée mardi du temps du débat consacré également à cette question. La politique a-t-elle un problème spécifique avec les violences sexuelles ? Je vous invite à réécouter en podcast cette émission, ce temps du débat, animé par Emmanuel Laurentin. Un grand merci à vous, Mathilde Viaud, d'avoir été avec nous à l'occasion de l'apparition de L'Homme politique. Moi, j'en fais du compost. C'est chez Stock et c'est pas facile à dire. Merci. Merci encore. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix qui ont programmé La Grande Table Culture toute cette semaine, à Maïlène Despio-Couré et Violaine Malstaff qui nous ont aidés à préparer ces émissions, à Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à la réalisation aujourd'hui Thomas Beau avec Audrey Guélil. Je vous souhaite une très belle après-midi sur France Culture. Demain, rendez-vous avec Lucille Como pour La Grande Table Critique.